Très bien, donc on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo. Et justement, on s'est trouvé un point commun, enfin plutôt quand tu as été recruté. Je crois que la directrice a donné ton numéro et j'ai vu tout de suite que tu as été à Compostelle. J'ai vu la photo à Fisterra, donc au kilomètre zéro, le vrai kilomètre zéro. Il y a un vrai kilomètre zéro, mais bon, le kilomètre zéro un peu traditionnel pour les puristes. Fisterra, donc 3 étapes après Compostelle. Et là, je me suis dit, ah, super, il a fait Compostelle comme moi, c'est super bien. Et bref, justement, tout de suite, ça m'a enthousiasmé. C'est le premier contact que j'ai eu avec toi. Tu m'as envoyé un message vocal, j'ai ri. Il m'a dit un truc. Je te connais pas, j'ai juste vu j'ai pas lu ton message. Tu m'as dit, j'ai vu ta photo, t'as fait Compostelle comme moi. Tu vas voir, ça va se passer. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien. Je t'adore déjà. Les autres, ouais, c'est ça ce que t'as dit. En fait, j'étais avec les autres dans la cour, je la récré ou quoi. Ils m'ont dit, ah, tu vas lui faire peur, il va jamais venir et tout. C'est vrai que Compostelle, généralement, les gens qui ont fait Compostelle, tout de suite, j'ai un bon contact avec eux. Ça, je peux rencontrer n'importe qui. Si je sais qu'il a fait Compostelle, on va en parler, on va dire j'étais à tel lieu, choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est quelque chose il y a un lien particulier à Compostelle. Il y a un lien particulier qui se crée entre les pèlerins, entre les jacquets, on appelle ça comme on veut. Et effectivement, quand j'ai vu que tu as fait Compostelle et que je t'ai vu j'ai dit, il a l'air cool et tout, il a l'air sympathique. Donc voilà, on va essayer de partager un peu nos ressentis, nos ressentis, nos expériences en Compostelle un peu. Pourquoi Compostelle? Comment ça t'a paru? Est-ce que c'était quelque chose qui t'a travaillé sur le long terme ou alors c'est un jour tu t'es dit voilà j'ai envie de partir et t'es parti à court terme? Alors, je suis parti l'année dernière, ça fait 1 an. J'avais commencé le chemin l'année précédente, l'été précédent, parce que j'avais une amie qui l'avait fait, qui fait en tout cas plusieurs parties, puis qui m'avait dit que du bien. T'avais fait quelle partie? Elle avait fait plusieurs parties en France. Je pourrais pas te dire lesquelles exactement, je me souviens plus. Vers le Puy, non? Alors, le Puy, mais pas que, elle avait fait un petit peu plus loin aussi. Et donc je suis allé un peu au hasard en me disant tiens, ça doit être chouette, on va aller voir ce qui s'y passe sur ce chemin. Et donc je suis parti pour une dizaine de jours seulement, j'avais une dizaine de jours devant moi. Donc j'ai fait le Puy jusqu'à Conques. Et j'avais qu'une envie, c'était de retourner après. Donc j'ai pensé toute l'année à ce chemin. J'avais plus que ça en tête. Et c'est comme ça que je suis reparti après de Conques jusqu'à Compostelle et puis Fisterra l'année suivante. C'est drôle ce que tu me dis quand tu me dis j'ai pensé toute l'année à ça, c'est qu'en fait moi c'était pareil, les chemins dont j'ai fait. Le premier chemin je l'ai fait après avoir quitté un boulot. Enfin en fait j'ai quitté un boulot, j'ai fait une formation professionnelle de ma sœur et après je suis parti. Et après, je me rappelle c'était toujours, en gros je travaillais l'année dans un apprentissage, donc autant dire qu'en termes d'enseignement tu manges ton pain noir, mais par contre je savais que je partais l'été. C'est ça, c'était la lumière un petit peu. C'était génial quoi, c'était simplement génial. Et Compostelle ça valait ça vaut tout quoi. Ça vaut toutes les peines du monde, ce que tu veux, c'est quand aller sur Compostelle, aller marcher sur Compostelle, vers Compostelle, je sais pas comment on pourrait dire, ça valait manger son pain noir dans l'année quoi. Et effectivement c'était après j'aurais pu voyager n'importe où, mais non, juste Compostelle c'était largement suffisant pour moi, très très largement suffisant. Et justement c'est que par contre ça me fait penser que toi tu as fait la partie française, moi j'ai jamais fait la partie française, mais j'aimerais beaucoup toi quand j'aurai le temps, si un jour j'ai le temps maintenant, faire la partie du Puy jusqu'à Fisterra. Franchement j'ai beaucoup aimé la partie française. Faire d'un bloc ça va être... Puis quand même, je parle pas espagnol, il y a quand même une différence, c'est vrai que sur le chemin français, pour communiquer c'est tout de suite beaucoup plus facile. Les rencontres, tout ça c'est plus facile pour moi, je trouvais plus spontané. Ça c'est un truc, c'est un truc aussi, quand je suis passé la frontière espagnole, ça m'a un peu déstabilisé au début, la question de la langue, parce que sur le premier mois de marche, les 3 premières semaines, petit à petit les rencontres, les discussions, ça devenait hyper fluide, je me posais plus aucune question, j'étais vraiment dans la spontanéité quasiment en permanence. Et la frontière espagnole, ça a cassé ça. Parce que j'avais pas la langue. Et donc, à chaque fois que je m'adressais à quelqu'un, je réfléchissais. Et il m'a fallu bien une semaine et demie pour vraiment trouver cet esprit un peu chemin. Mais ça fait partie du truc. Donc, c'est vrai que le chemin français, c'est quasiment exclusivement des Français. Donc, c'est beaucoup français, non? Très grande majorité. Il y a quelques étrangers, on croise. Alors, je me souviens avoir vu
des pèlerins qui venaient d'Allemagne, Suisse, allemand, de Suisse, j'ai rencontré 2 Suisses exceptionnels. Belges aussi. Peut-être un peu de pays de l'Est. J'ai pas souvenir. J'ai souvenir d'une Coréenne qui marchait avec son chien. Beaucoup, les Coréens, les Asiatiques font beaucoup de chemin de Compostelle. Beaucoup de Coréens en Espagne et un petit peu en France, mais rien en comparaison. Comment il s'appelait ce Coréen? Iki, comment il s'appelait? Voilà, j'avais connu un Coréen, il s'envoyait 40 kilos de bagages. Ah oui, il ressemblait, c'est pas qu'il ressemblait à rien, mais il payait pas de mine, il était tout petit, il était assez costaud. Ouais. Et Inky, il s'appelait, je crois, Inky, si je ne me trompe pas. Et il s'envoyait 40 kilos de bagages. Et il était déjà 70 ans, je crois. Il faisait pas 70 ans, c'est sûr. Mais il y a des parcours intéressants. Il y a des anciens qui font ça. Le pauvre, il arrive à Paris, il s'est fait tout voler ses papiers. Ouais, il fait Compostelle. Et après, il a disparu un jour, je crois qu'il est parti en bivouac. Il est très intéressant, très intéressant. C'est quelqu'un, je crois, qui. Tu communiquais avec lui en anglais? Ouais, en anglais. Je crois qu'il ne parlait pas espagnol, mais il était peut-être ingénieur, un truc comme ça, je ne sais plus, en Corée. Et Corée, je doute. Bon, bref, un des deux. C'est les 2 pays qui font le plus Compostelle. Et Corée du Sud, bien sûr. Et je crois qu'il était architecte ou ingénieur, un boulot comme ça. Et son grand plaisir, c'était aller monter des collines, des montagnes, etc., marcher, randonner. Et il s'est fait son grand plaisir en allant à Compostelle, faire Compostelle, quoi. Et non, je tirais mon chapeau parce que je trouve quelqu'un il avait quelque chose de particulier, il était très agréable. Je sais pas, il y avait un côté. Généralement, j'aime bien les petits vieux. Un petit vieux qui a 70 ans qui fait Compostelle. Déjà, chapeau. Ouais. Non, il était impressionnant. Littéralement, c'est une bête. Parce qu'ils sont envoyés des étapes pas si grandes étapes, mais 40 kilos sur le dos. Chargé, déjà, quand t'as 10-12, ce dernier kilomètre, tu les sens. Et je crois qu'il a beaucoup de matériel parce qu'il 40, ça paraît non. Ah non, je te promets, je les ai vus. J'avais 12 kilos sur le dos, chargé à bloc. Un sac devant, un sac derrière. Ah, je sais pas comment il faisait. Et il avait tout le matériel de bivouac aussi. Enfin, il était venu, tu vois, en pensant qu'il allait, je sais pas, comme un pionnier, un pionnier du Far West qui avec son chariot, quoi. Et il était venu avec beaucoup de matériel, quoi. Inky, je crois, Inoki. Enfin bref, je retrouve parce que j'avais pris des notes. Donc, fois, je retrouve son nom. J'ai des photos de lui encore. Et c'était un sacré gars. Et je dois même l'avoir parce que j'avais un groupe WhatsApp, donc à mon avis j'ai dû mettre son nom dans le groupe WhatsApp en envoyant des photos. Mais ouais, c'était des sacrés phénomènes. Et je sais plus pourquoi on parlait de ça. Parce qu'on parlait du chemin français en France. Ouais, ah oui, les Coréens qui sont. Les Coréens font beaucoup ça, justement, c'est quelque chose qui est parce que chez eux, il y a eu, alors je vais vérifier, mais il y a quelqu'un qui est connu qui a fait le chemin. Exact. Et qui leur a donné. Exact, qui a fait un documentaire. Ça a fait une pub énorme. Exactement, c'est vrai. Tu as totalement raison, qui a fait un documentaire et tout après. Effectivement, et je crois pareil qu'il y a certains pays comme l'Italie qui font beaucoup. Oui, beaucoup d'Italiens aussi. Catholiques aussi. Ouais, et je crois qu'il y a eu un film ou un documentaire un jour qui a bien marqué. Ouais. Allemagne, pareil, il y avait quelqu'un de connu. Alors, qui est-ce qui l'a fait? Il faut que je demande à la famille, parce que la famille allemande. Quelqu'un qui était connu. Alors, c'était comment? Je vais me tromper. Un écrivain qui l'a fait, et je crois que quand il est revenu, il en a parlé. Et effectivement, pareil, ça fait grande pub, mais en France, c'est pas connu du tout. En France, le chemin, c'est très peu valorisé, je trouve. Ouais, tu trouves? Très peu. Ah ouais. C'est un petit peu valorisé, on va dire, dans les milieux, je dirais un peu, en fait, dans les milieux un peu opposés, dans le milieu traditionnel catholique, et dans les milieux alternatifs. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est drôle. C'est les deux opposés qui finalement cohabitent sur le chemin, mais c'est. Tu vois, bon, l'Espagne, bien sûr, parce que c'est en plein dans leur territoire, mais il y a beaucoup plus de jeunes qui le font. Beaucoup d'Italiens, beaucoup de pays de gens de l'Est. Les gens de l'Est aussi, j'ai rencontré des Tchèques. J'ai rencontré, je crois, 3 femmes tchèques, les 3 s'appelaient Yana. C'était très bizarre. Et Yana, la première, je l'ai rencontrée dans les premiers kilomètres et je l'ai revue uniquement à Compostelle le jour de l'arrivée. Ça c'est fort. C'est Compostelle. C'est un peu la magie de la chose. C'est vrai, beaucoup d'Italiens. Bref, effectivement, oui. Et je crois aussi, je me demande si certaines universités en Asie ne valorisent pas Compostelle en leur donnant des crédits en plus. Je sais pas, je sais que j'avais entendu quelque chose comme ça en Espagne. En Espagne, c'est sûr. Et je me demande si ça ne valorise pas aussi sur le CV, je sais pas quoi, mais bref. Effectivement, les Asiatiques, il y a une raison pour qu'ils le fassent et que ça a été très valorisé au moment, c'est une très grande publicité. Et donc ça fait un mélange, c'est ça qui est drôle. C'est très international. Je crois que. Et ça, c'est vraiment la partie espagnole qui est internationale. La partie espagnole. La partie française, ça va. La partie espagnole, je crois que c'est 47 à 53% de tête espagnol. Pas mal de français, pas mal d'italiens, d'anglais, etc. Tout comme ça. Et après, c'est un peu tout, c'est un peu international. Bon, il y a beaucoup d'Européens, asiatiques, une bonne colonie asiatique aussi.
Et quoi d'autre? Ouais, européen de l'Est aussi, beaucoup d'Européens de l'Est. Mais effectivement, c'est ça. Un peu de russe aussi. Oui. Et donc effectivement, ça fait qu'on rencontre des profils très très différents. Des profils parfois des gens qu'on va croiser, une étape, 2 étapes qui disparaissent. C'est pas ce qu'il dit. C'est très, très particulier. C'est ça qui est chouette sur ce chemin, c'est qu'on rencontre quelqu'un et c'est pour ça que je pense aussi on a toujours tout de suite souvent des discussions vraies, parce qu'on ne sait pas si on va se revoir. Et parfois on fait une rencontre et puis on ne sait pas que finalement c'est des gens avec qui on va marcher pendant peut-être 3 semaines. C'est ça. Et on aurait pu juste se croiser et se perdre le lendemain. Et en fait, c'est ça la magie aussi. Mais c'est peut-être un peu bizarre, on peut dire ça, mais j'ai le sentiment que le chemin fait en sorte de nous mettre sur le chemin, toi. Que le chemin fait en sorte, le chemin qui est un grand C bien sûr, fait en sorte que les chemins individuels se croisent. Perdure ou non, après ça c'est une autre sur chaque rencontre, même qu'elle dure quelques minutes, quelques heures, je trouve que c'est précieux en fait. Il n'y a pas besoin, parfois une rencontre elle suffit à elle-même quand elle dure quelques heures et elle n'est pas moins belle qu'une relation qui s'approfondit sur des regarde, je te parle d'Yena, la Tchèque, la première des 3, j'ai croisé au bout de 2-3 km, elle s'est arrêtée, je crois, se reposer. Et j'ai recroisé le dernier jour. Donc, comme quoi. Ça c'est drôle. Non, et je crois qu'il t'apporte toujours ce dont tu as besoin, le chemin. Mais en fait, je suis un peu envieux de toi. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait le chemin français. Moi, le chemin français m'attire énormément. J'ai jamais fait, il m'attire énormément. C'est qu'à chaque fois, je commençais, en gros, j'ai fait 2 fois le chemin du Nord. À partir d'Irun, enfin en d'Irun. Et j'ai fait une fois le chemin, celui qu'on a fait en commun, le chemin français, à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et c'est vrai que quand je regardais les photos un peu ce qu'ils faisaient en France, ça passe par l'Aubrac, non? Ça passe par l'Aubrac, c'est très chouette. En fait, il y a 10 premiers jours qui sont très très beaux. Vraiment, on a une vraie diversité de paysages, ce qui n'est pas toujours le cas quand on marche parce que les distances ne sont pas énormes. Mais sur les 10 premiers jours, on en prend vraiment plein la vue. Par contre, après, on rentre vraiment dans le pèlerinage avec des grands champs de maïs à traverser, quelques lignes droites. Je me souviens du Gers, le Gers. C'est très aride, mais c'est un peu hostile pour moi. C'est pas toujours très agréable. Mais c'est le chemin, c'est pas une randonnée, c'est un pèlerinage. Exactement, faut le prendre comme il est. Moi j'ai bataillé, non, mais j'ai toujours été. Je suis un peu puriste. Je dois avouer que je suis un peu puriste du chemin parce que moi ma ligne droite c'est tu marches, tu dois marcher tout le chemin, tu dois marcher chaque centimètre du chemin. Parce qu'on a eu cette discussion sur des gens qui m'avaient dit oui, les vrais pèlerins prennent des bus. Non, il fallait vraiment être un Américain pour sortir ça. En l'occurrence, t'es un Américain. Ils vont croire que j'ai quelque chose avec les Américains. Non, enfin, t'étais au Moyen-Âge, tu prenais pas une charrette pour faire Léon et Burgos, Burgos-Léon plutôt. Non, tu faisais pas ça à l'époque. C'est d'abord Burgos après Léon. Je crois. Mais bon, bref, tu prenais pas une charrette, quoi. Ou alors, si tu prenais une charrette, c'est vraiment que t'avais une raison de t'es à moitié mort ou un truc comme ça. Bref, ou alors t'avais un chat. Et un bus, c'est quand même autre chose. Quand t'as un bus, tu fais 200 bornes en 2h30. Ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens. Et je pense que ça a d'autant moins de sens, tu t'en rends compte quand tu reviens. Si tu reviens en Blablacar ou en bus, etc. Le retour en bus, tu manges le chemin, tu pourfends le chemin en quelques heures. Quoi, et là, tu te dis non, cette étape-là, cette partie-là, je l'ai fait en une semaine et demie. Ça dure. Tu le fais en 2 heures. C'est ça, tu le fais en 2 heures, littéralement 2 heures. Donc comme j'ai tendance à être un puriste, moi c'est. Comment dire, chaque centimètre doit être fait, doit être mérité aussi, quitte à souffrir. Et c'est moi, c'est juste moi. Pas un jour de repos, pas de bus. Enfin, toi, il y a un côté un peu austérité, il y a un côté. J'accepte l'humilité. Et des milliers de pèlerins, des millions de pèlerins, centaines de milliers, qui l'ont fait avant moi, dans des conditions très très dures, notamment au Moyen-Âge. Et donc, il faut que j'accepte. Mais c'est intéressant parce que j'ai lu un bouquin je crois qu'elle s'appelait Favea, une dame qui a fait le chemin dans les années 70-80, je crois, qui est ensuite devenue historienne. Et qui a fait avec ses enfants, et en fait le chemin était oublié pendant une grande partie. Oui, c'est vrai, il y a eu un renouveau. Un renouveau vraiment années 90, 2000. Parce que, à tel point que, en gros, je crois, si je ne me trompe pas, ça s'est totalement éteint, je crois, au 19e quasiment. Il y a très très peu de gens qui ont fait le chemin. C'est vrai que quand je disais des millions de pèlerins, c'était un peu exagéré. Mais ça s'est totalement éteint. Depuis les années 90, il y a quand même du monde. Ah là, depuis, oui. 200 000 par an. 200 000 par an. Je crois que c'est énorme. 200 000 par an, dont 80% sur le français, si je ne me trompe pas. Mais et on parlait du chemin français, et
y a plusieurs manières de vivre ce chemin, parce que moi j'ai fait en partant de Conques ou du Puy, mais j'ai aussi rencontré des gens qui sont partis de chez eux. Ouais. Et là, on n'a pas du tout la même expérience du chemin. C'est beaucoup plus de solitude. Ouais. Je pense que ça te correspondrait bien comme aussi. Mais je sais pas. Toi qui tu disais un peu puriste. En fait j'ai connu un mec qui, bon, je vais peut-être pas raconter, il est pas français, il écoutera sans doute pas la vidéo, mais bon bref. Je raconte dans les grandes lignes, il était allemand, il venait de Berlin. Et il était en couple avec sa copine depuis longtemps, il voulait un enfant, sa copine ne voulait pas, ça a mis fin à leur relation. Et il est parti comme ça. C'est quelqu'un qui a une bonne situation sociale, économique là-bas. Et il est un peu parti comme ça à l'aventure, je ne sais pas combien de temps il est parti. Il est parti de Berlin, donc il est parti au moins, je dirais, 3-4 mois. Non, je pense que c'est 3-4 mois. Ouais, 3 mois, c'est de chance. Facile. Et il était parti, et toi, je me dis, waouh, intéressant, toi, l'expérience de vie, toi. Tu dois digérer une fatalité, on va dire. C'est une fatalité, tu n'auras pas de continuité dans ta relation avec cette personne parce que vous avez deux projets différents. Et tu pars de très très loin. Et je me dis quand même fort, enfin, moralement fort, parce que même moi, des fois, sur le chemin, j'ai eu des coups de pont. Ouais, forcément. Mais moi, je pourrais partir quasiment de chez moi, quasiment. Parce que j'habite pas loin de Poitiers, et à Poitiers, il passe. Il passe, et le prochain, en fait, il y a la ville d'Igugé juste après, à la sortie de Poitiers. Et limite, ça pourrait être un premier départ. Quand ma soeur habite à Poitiers, je pourrais partir de Poitiers. Bon, faut que je revienne en France déjà pour ça. Je partirai de Poitiers, je ferai une première nuit à l'Igugé, et après, en fait, je crois que tu descends par Mel, Niort, enfin Deux-Sèvres. Ensuite, tu prends Charente-Maritime, Bordeaux. Ça descend toutes les Landes, en fait, tu longes tout le temps, tu longes la mer. Il y a un peu de monde sur les. Enfin, il y a un peu de monde. J'ai croisé quelques pèlerins qui me demandent et ils se sont retrouvés à peut-être 4, 5, 6, ils avaient un petit groupe quand même. Tandis que j'ai aussi rencontré une pèlerine qui était venue, alors c'est drôle, je l'ai rencontrée vraiment à Compostelle, c'est pas du tout vu sur le chemin. Et elle me disait qu'elle était, je sais plus quelle voie elle avait pris, mais c'était une voie plutôt au centre de la France, qui était très très peu fréquentée. Vézelay. Peut-être la voie de Vézelay. C'est Vézelay, je crois. Peut-être. Si je me trompe pas, il y en a plusieurs, mais à Vézelay, c'est Vézelay. Elle était franchement impressionnante, une jeune là toute seule, avec sa tante en bivouac, et elle me dit elle n'a pas croisé un seul pèlerin, quoi. Jusqu'à ce qu'elle soit arrivée sur le Camino. Dur. Enfin, moi, je sais pas. Ça, tu me dis, ça me correspondrait peut-être, parce qu'effectivement. C'est vrai qu'il y a moins de rencontres. C'est qu'il y a moins de rencontres, mais en fait, si je le fais de Poitiers, ce serait pour aller jusqu'à la Fistule. Et par contre, c'est encore plus beau quand tu arrives sur le chemin, et que là, voilà, mais justement, c'est que je me dirais, bon, bah, il y a un côté introspection, il y a un côté très solitaire jusqu'à là. Et après, bah non, après, je sais qu'Espagne, tu vas très très vite voir des gens. Mais parce que j'avais connu un grec, c'était un breton, catholique de gauche. Bon, déjà, ça fait beaucoup par la même personne. Et Loïc, il s'appelait. Et lui, il avait fait la voie comme ça. Il était descendu de Bretagne, donc je crois que c'est pris chemin des douaniers, si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Et je crois qu'après, tu rejoins la voie de Poitiers. Et donc, tu la rejoins, je ne sais plus à quel endroit, mais tu la rejoins. Et il était descendu comme ça, et donc il était arrivé à Compostelle, pareil, pas jeune, hein, mais physique. Et bon, après, il n'y avait pas des grandes étapes, il faut quand même s'envoyer le chemin. Et je me rappelle, il disait qu'il avait longé, je crois dans les Landes, tu longes toujours la plage, tu longes toujours la mer. Et il dormait la nuit dans les toilettes publiques. C'est même marqué. Chacun ses combines. Non, mais tu fermais la clé, finalement, ça lui faisait un truc où. Ouais, c'est ça. Bon, après, j'imagine que c'était pas dégueulasse, effectivement. Mais il m'avait dit qu'il dormait dans des. Et c'était très très. Moi, j'aurais pas été hyper à l'aise, je trouve. Moi, j'ai dormi dans des chapelles en France. Ça, c'était super chouette. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait une. Il y avait une liste. Il y avait une liste qui circulait sur le chemin, peut-être qu'elle circule encore cette liste, je sais pas, ou juste j'ai eu de la chance. Et il y avait toutes les chapelles de France sur le chemin qui restaient ouvertes la nuit, qui étaient répertoriées. Et donc j'ai dû faire ça 3 fois, je crois, en France. Une petite chapelle dans la campagne, qui sont ouvertes tout le temps. Et ça c'est génial parce qu'on pose juste le matelas au sol et puis le sac de couchage. Et c'est une ambiance, dans une chapelle. Et ouais, j'imagine que tu vois, j'ai jamais trop bivouaqué. Si j'ai déjà dormi dans des églises comme ça, effectivement, notamment, comment il s'appelle ce village ? C'est un village qui vit que du pèlerinage en Espagne et c'est sur le chemin français. Tu sais, quand tu commences à monter vers un moment, tu montes sur le chemin français vers la fin. Alors ça c'est pas au Cebreros. Ah oui, dans les 100 derniers kilomètres là. Non, un peu avant. Mais en fait, c'est un village, il y a littéralement une église et des restaurants pour pèlerins, un restaurant pour pèlerins et toutes les auberges étaient pleines. C'est très particulier, tout petit village qui était limite abandonné, il a revécu grâce au chemin. Et là, donc on arrive, il n'y avait plus de place.
et on a dormi. Ça, c'était pas voulu du coup. Bah non, j'ai adoré. À l'époque, ils se reconnaîtront, Lotus et Allende. Je crois qu'on était juste les 3. Lotus, Allende et moi. Super expérience, tu vois. Je me rappelle, il y avait des merdes de pigeons partout. Parce que c'était un peu église, mais pas la partie la plus fréquentée. Mais ouais, c'était génial. Mais, gros défaut, c'est que moi, à chaque fois, je voulais pas trop m'encombrer. Je prenais juste un sac à viande. C'est un truc à tissu, toi, c'est un truc que tu mets juste dedans. Oh, mais même en auberge, des fois, j'avais froid. Pour te dire, même en auberge, j'avais froid des fois. Où tu dois rhabiller. Entre le confort et puis la légèreté, c'est vrai que. Bah, en fait, parce que de chemin en chemin, donc les 3 que j'ai fait, j'ai toujours essayé d'atteindre une efficacité dans le poids. Une efficacité dans le poids. C'est la clé de toute façon. Et efficacité dans le poids, donc, et toi, donc justement. T'avais combien de kilos toi? Je crois que je suis arrivé l'année. Le premier, j'étais parti à 10, 11, 12, un truc comme ça. Le dernier, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo justement sur mon ancienne chaîne où je l'avais fait. Il faut rester rien, c'était peut-être 7-8 kilos. C'est ça. Vraiment, et encore, il y en a qui partaient beaucoup moins que ça. Mais ouais, j'avais tout. Et encore, j'avais une grosse serviette. J'avais pas une serviette légère, j'avais une serviette un peu grande. Mais il y a toujours moyen de partir très très léger. Quoi. Je sais pas si j'avais 7-8 kilos, peut-être même moins. Enfin bref. J'avais très peu. Mais t'avais pas la liberté de dormir en tente. Et ça, c'est un truc que j'aurais pas. Ouais, mais tu vois, j'ai pas arrêté de partir avec. J'avais 12 kilos au maximum, vraiment avec l'eau pleine, la nourriture et tout. Mais j'avais la tente, j'avais le sac de couchage, j'avais le matelas gonflable. Et tu vois, paradoxalement, j'aime bien aussi le côté auberge. Mais moi aussi, et ce que j'aimais bien, c'était choisir en fait. Le soir, par exemple, des fois j'avais marché peut-être avec des gens toute la journée. Et donc là, la dose de rencontre était saturée et j'avais besoin de décharger tout ça le soir et de silence et un peu de solitude aussi. Et parfois c'était l'inverse, parfois je marchais seul la journée et j'étais très heureux de rencontrer du monde le soir, de retrouver cette ambiance de pèlerin justement. Et ouais, c'était une vraie liberté. Et puis en plus, quand on a la tente, on a quand même... Toi, de toute façon, tu ne réservais pas non plus. Non, j'aime pas. Tu n'as pas réservé. Non, même en France. Bah non, non, j'ai jamais fait en France, mais on en parlera après. Mais... Parce qu'en France, les gens réservent beaucoup plus. Ouais, apparemment. Et c'est vrai que du coup, ça peut arriver des fois d'arriver dans un gîte ou un endroit, puis il n'y a plus de place. Et donc quand on a la tente, ouais, mais je trouve que ça perd de son charme aussi de réserver. Ça, c'est un peu le problème sur un coin de Compostelle qui ne m'a pas trop plu. C'est le côté on réserve. Non, celui de Compostelle, c'est. Enfin, faut pas le vivre comme c'est pas une agence de voyage, quoi. Non, faut laisser venir et puis accepter, quoi. Moi, je veux dire, ça m'est déjà dû m'arriver, toi, ils m'ont fait dormir par terre sur un truc gonflable. Je l'accepte. C'est un problème. Ça m'est même arrivé de laisser mon lit. Ça m'est arrivé de laisser mon lit, parfois des gens qui arrivaient, que je voyais morts, mais vraiment morts. Et d'ailleurs, je me souviens une fois, chemin du Nord, ça doit être. Où est-ce que c'était? Oulala. Dans un monastère. En fait, les monastères, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y a Laredo qui accueille, après Bilbao. Et donc, ça devait être. Non, il y a 3 monastères qui m'ont accueilli. Laredo, il y a le monastère à Guémes, du père. Le père Ernesto, qui est un religieux, qui a baroudé pas mal, pour ça, ils l'ont expliqué, et qui donnait un peu sa chance à des anciens. À des anciens détenus. Et il y avait cette. Je ne savais pas dire où c'était. Très dur à. Je revois très bien l'endroit, un endroit où on mange tous ensemble dehors. C'est très très grande l'abbaye, c'est une très grande abbaye. Il y a une partie du table, il y a la partie derrière où on peut dormir. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des gens de Poitiers à cet endroit. Donc quelqu'un, on avait une connaissance en commun. Loin quand même, donc intéressant. Bref, je sais plus pourquoi je parle de ça, monastère, abbaye. Je sais plus, j'étais parti. Le fait que tu dormais. Ah oui, une fois, cet endroit-là, je me rappelle, je vois quelqu'un arriver, je crois que c'était une fille. Ou peut-être une famille, je sais pas, je crois que c'était une famille pour qu'ils restent ensemble, comme ça. Je dis, allez, prenez le lit. C'était lessivé. Et ça me dérange pas, toi, quand je vois quelqu'un comme ça, ça me dérange pas, toi, il y a. Ouais, ça remet un peu les priorités. Ouais, il faut l'accepter. Ouais, c'est sûr. Il y a toujours plus mal lotis, toi. Et pour te dire, par contre, ce que j'ai au début, c'est que toi, la souffrance, je l'accepte. Moi, j'ai une 3-4 jours avec une tendinite. J'avais les mollets comme des poteaux de rugby. Je savais les dents, me péter les dents, quoi. Et je faisais 300 mètres, je m'arrêtais, 300 mètres, je m'arrêtais. J'ai eu un passage comme ça aussi en dur, France. C'était pas les tendinites, c'était sous le pied que ça me tirait. Ah ouais?
Je crois que c'est une aponévrosite, un truc comme ça. Voilà, tu perds déjà. Non. Et bref, ça tirait sous le pied, c'était vraiment pas bon. Puis j'avais quelques tensions au dos. Ouais. Et vraiment, j'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit, attends, et si j'arrivais pas à aller au bout? C'est ça. Vraiment, la hantise. Hein. Ouais, c'est vraiment la hantise. Et ça faisait peut-être 10 jours que j'étais parti, 2 semaines, je sais plus. Et ouais, je me suis dit, si j'arrivais pas. Et finalement, en m'arrêtant, en s'écoutant aussi, enfin moi j'ai pas été en mode j'y vais. Je me suis écouté. Quand j'avais des douleurs, je m'arrêtais, je reprenais, etc. Doucement, j'ai fait des petites étapes pendant je sais pas, ça a duré quelques jours, c'était assez court. Et après c'était bon. En plus, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'ampoule. J'ai eu une ampoule en Espagne. Mais quand je voyais les pieds de certains, je m'estimais heureux. J'ai vu les photos des tiens, c'était... Ouais, j'ai fait un collage de mes ampoules avec les photos. Elles ont une qui a éclaté devant la cathédrale à Compostelle. Non, mais moi j'ai eu ça, toi. J'arrivais, je me rappelle, comment ça s'appelle encore? Débat. C'était bien, c'était à Débat. Faire ce chemin du Nord. Les premières étapes, quoi. Parce que je me rappelle, j'ai fait Saint-Sébastien jusqu'à la prochaine étape chez des hospitalières qui sont très sympas. J'ai encore oublié le nom. J'ai oublié le nom du village, mais pourtant c'est très connu. Et c'est pas marqué, bref. Donc oui, j'avais et je me revois passer toute la corniche là, on était tu fais le bord de mer, passer la corniche, mais à serrer la corniche d'une main et à serrer les dents de l'autre, à serrer les dents plutôt. Et j'arrive toi à l'auberge où j'ai un lit. Et je souffre. Et je me rappelle, il y a une maman, un peu plus comment ça fait, qui me dit attends, on va. Je crois que j'étais un peu démoralisé. Elle m'a mis les pieds dans l'eau et tout. Enfin, toi, elle m'a dit allez, vas-y, mets tes pieds tous les soirs dans l'eau, tu vois, ça va te calmer, etc. Et bon, je l'ai fait, ça va se passer. Bon, après, je mettais aussi des produits dessus, tout ça. Mais j'étais un peu comme un bourrin, on va pas se mentir, j'étais un peu au forceps. Mais d'un autre côté, je me disais, je pouvais pas penser que je finirais pas Compostelle. Ça a été un échec pour moi. Terrible échec. C'est ce qui est un peu paradoxal parce qu'on se dit on accepte le chemin, peut-être que si tu n'avais pas été au bout, c'est que c'était... J'accepte le chemin, mais j'aurais pas accepté de m'arrêter. Ça non. J'aurais pas accepté de m'arrêter. Ça n'a pas été quelque chose d'envisageable. J'en avais trop besoin pour m'arrêter. Et j'ai toujours eu la chance que ces 3 chemins que j'ai fait, je les ai pas toujours fait dans des conditions très comment dire, optimales, on va dire. Mais j'ai toujours fini. Des fois au forcing, tu vois ce que tu disais, l'étirement dans le dos. Tu as ton sac, et tu sais que tu fais comme ça pour chercher une position plus confortable. Ça m'arrivait après quelques fois. Quand je faisais ma dernière Compostelle avant de venir ici, quand j'ai fait des étapes de 50 km pendant une semaine juste pour arriver à temps. Mais je me suis dit non, c'était ça. En gros, je crois que le minimum que je faisais c'était 35 et j'ai dû monter à plus de 50, peut-être faire 60, un truc comme ça. En vrai, je pense que j'ai dû faire 60. C'était toute la zone en gros sur le chemin du nord quand tu commences à passer du chemin du nord au chemin Primitivo, Camino Primitivo. Et voilà, j'ai bombardé. T'es complètement en transe que c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que non, j'avais un objectif et je pouvais pas poursuivre, je ne ferais pas. Et donc voilà, après j'ai quitté mon groupe et j'ai dit excusez-moi, faut que je file. Ouais, des fois c'est comme ça. Au revoir tout le monde. Je disais bien. C'est ça où je finissais pas pour venir ici. Quoi. Ouais, c'est ça. Et mais ouais, toi, j'accepte aussi la tendinite, tout ça, la douleur, vraiment extrême douleur. Là, à ce niveau-là, c'était vraiment l'extrême douleur. Toi, j'accepte. Le matin pour mettre mes chaussures, je douillais pour mettre mes chaussures. Juste mettre mes chaussures, partir. En fait, je me disais, allez, je pars les premiers kilomètres, c'est pour chauffer mes pieds, pour avoir un peu moins mal. Toi, c'était un truc de masochiste. Hein. Après, tu sens plus. C'était du masochisme. Ouais. Et ouais, justement, faut l'accepter de A à Z. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est chouette après quand tu t'arrêtes et que tu regardes ton le chemin que tu as fait depuis le début. Et ça serait drôle d'essayer de représenter un peu sur une frise avec des couleurs en fonction des émotions et quelles couleurs te viennent. Et je pense que ça ferait un espèce de dégradé. Mais justement, c'est qu'ils ont un dicton en Espagne, ils disent le chemin, en fait, la première semaine, tu tues ton corps, la deuxième semaine, tu tues ton âme, ou l'esprit, je sais pas. En gros, et en fait c'est ça, je redis, la première semaine tu tues ton corps, la deuxième semaine tu tues ton esprit, la troisième semaine tu tues ton âme, parce qu'en fait tu sais déjà que ça va se finir, et la dernière semaine tu pleures.
Ouais. Et un peu un truc comme ça, c'est effectivement, c'est que tu passes par beaucoup d'étapes. Il y a aussi des étapes un peu aussi de moins bien, on va dire, morales, tu vois, etc. Mais putain, ça travaille au fond. Et la semaine tu pleures, c'est pas faux, hein, parce que tu sais que c'est fini, tu sais que tu vas quitter les gens. Et le plus fort, comme tu dis, c'est quand tu arrives sur la place. Quand tu arrives sur la place et que tu fais un peu, tu dis putain, je l'ai fait. Et ben, je vais pas dire ça, mais je sais pas. Cette place, quand je suis arrivé dessus, j'avais l'impression d'être. Donc ça faisait presque 2 mois que je marchais, d'être anesthésié émotionnellement. Ah ouais? Vraiment anesthésié. Yes. Et en fait. Moi, ça me plaît pas trop parce que j'aime bien ressentir des émotions, j'aime bien. C'est ça qui nous fait qu'on est vivant en fait. Et j'ai été un peu, pas déçu, mais surpris. Quand je suis arrivé sur cette place, c'était pas une émotion forte. D'accord. Et cette absence d'émotion, c'est ça qui était fort du coup. Pour moi. Et en fait, il m'a fallu les 3 jours après jusqu'à Fisterra. Et c'est là où, effectivement, on peut pas aller plus loin. Quoi. C'est la porte zéro. Tu peux aller dans la mer. Hein. C'est le bout du bout. Et là, oui, on est obligé de s'arrêter. Mais c'est drôle ce que tu me dis parce que beaucoup de gens, au contraire, Compostelle, c'est un peu le coup de marteau. Et après, tu vois, ils décompressent un peu avec Fisterra. C'était une joie, par contre, j'ai ressenti beaucoup de joie. Ouais. J'ai ressenti beaucoup de joie. Sur la dernière étape, je sentais qu'il y avait en fait, t'es porté la dernière étape. Porté. Je me suis senti porté. T'as une émotion. Il y avait des scouts qui étaient là, qui chantaient, c'était exceptionnel. Ouais. Puis un peu plus loin, j'ai retrouvé une amie que j'ai rencontrée sur le chemin. Et donc, on a fini l'étape ensemble avec 2 Américains qui étaient adorables, qui étaient hyper drôles. Et c'était de la joie. De la joie. Généralement, c'est fort parce qu'aussi, il y a quelque chose de fort. Déjà, tu dis, tu l'as fait. Tu repenses à tout ce qui t'est arrivé. Moi, sur le dernier chemin du Nord, je me dis, putain, faut pas dire putain. Il y a un mois, j'étais je partais d'Andaï pour aller à Saint-Sébastien. Sous la pluie, je me rappelle, horrible. Et je me rappelle qui j'ai rencontré. Et j'ai rencontré quelqu'un en plus avec qui j'ai gardé des très bons contacts. Un Américain, Ben. Et après, un mois après, je l'ai fait un peu moins d'un mois parce que je l'ai fait un peu vite. Et je fais, je l'ai fait. Ouais. Et le premier chemin, c'était un peu ému. Je dis, j'ai réussi quoi. Ouais. Comment j'ai réussi, fait, parce que quand on part sur 2 mois, on a du mal à se projeter. C'est assez vertigineux en fait. Ouais. Et quand on arrive, moi je me posais cette question la veille, je me souviens, je m'étais posé la dernière étape. Je me disais, attends, c'est quoi là? C'est la fin de quelque chose ou c'est le début de quelque chose? Les deux. Hein. Et voilà, j'en ai fini par conclure les deux. Et de toute façon, je peux pas savoir si c'est le début d'autre chose avant d'avoir vécu la suite. Bien sûr. Donc on va dire que c'est les deux et puis vivons-le dans la joie. Et c'était ça. Non, c'est... Comment dire? Ouais, non, moi je sais que... En fait, très, très, très paradoxal ici, c'est que ce qui t'arrive à Compostelle c'est un monde à part. Je trouve que c'est une ville à part. Je te dis, moi, les ampoules qui explosent littéralement quand je m'assois face à la cathédrale. Ouais, ça c'est. Et si tu t'assois et t'es là, pendant un moment, j'ai réfléchi, j'étais là un peu la tête dans les genoux. Tu réfléchis, tu revois des gens si tu as connu souvent. Quand tu passes sur la place, tu croises toujours des gens que tu as déjà vus. Et le soir, on va manger tous ensemble. Et là, on parle, on échange. Des gens que j'ai jamais vu du chemin, tu vois. Et j'ai souvenir de 2-3 personnes que j'ai jamais vu du chemin. On échangeait avec elles et c'était des émotions fortes. Hein. Voilà, toi, il y a plein de gens à qui je repense. Tous mes chemins, mes 3 chemins. Je repenser là, ça y est, je suis replongé dans. Et généralement, c'est des gens, des Français un peu vieux qui sont partis sur le chemin, un peu vieux, hein. Personne n'en a certains. Et je me dis, vous avez des bonnes raisons de partir, des histoires fortes, souvent. Je pense que tout le monde. Enfin, on n'est pas là personne n'est là par hasard. Tu viens parce que il y en a qui disent, voilà, tu es appelé. Je pense à ça quand tu l'as dit, c'est qu'il y a un appel, mais en fait, tu sais avant de partir la première fois qu'il y a un appel, etc. Tu sais pourquoi, tu le rationalises, mais tu oublies totalement après. Moi, j'ai totalement oublié comment. Pareil. J'arrive plus à me situer comment. Je sais que j'avais envie, je sais que ça me plaisait, je sais que je devais le faire, mais j'arrive plus à savoir pourquoi. Mais je crois que si j'avais commencé à regarder les tracés et tout, peut-être un peu les paysages, mais pas plus que ça, et je me dis, faut que je le fasse. Et tu sais pas pourquoi? Ouais, non, je savais pas, ça me paraissait peut-être un peu même insurmontable à l'époque, et finalement, non, je pense que ça se fait très très bien. Et on t'a pris un peu pour un fou dans ton entourage? Ouais, je pense. Pas que pour ça, mais mais je me rappelle, en fait, je partais d'Irun, je savais même pas où je dormais le soir. Enfin, littéralement, si tu sais pas comment ça fonctionne, je crois que j'avais acheté ma Soudoula à Poitiers dans une librairie catholique, la première fois, je crois. Donc, pas ma Soudoula, pardon, ma crédentiale, Soudoula, c'est un truc d'ici. Je l'avais acheté là-bas. Mais je savais pas où je dormais le soir, et le soir, j'avais dormi, j'ai fait une bonne étape, je crois.
J'avais dormi, parce que Saint-Sébastien, il n'y a pas trop de logements, j'ai dormi immédiatement pas encore. Donc j'ai fait, enfin bon, ça c'est le chemin du Nord, justement dans une auberge où il y avait, je crois, une dame et sa nièce. Sa nièce s'appelait un nom genre Paulette ou Bernadette, un truc comme ça, mignonne. Et quelle vie c'est, j'oublie les noms, j'arrive mais j'oublie. On oublie tout. Bref, c'est une étape que j'aime bien. C'est une étape que j'aime bien. Je suis allé, je vois le dépliant et je vois les étapes pour me rappeler. C'est une étape que j'adore. Ceux qui suivent Compostelle sauront de qui je parle. Et, bref, c'était un petit endroit très très sympa. Et j'ai rencontré aussi une Espagnole, enfin plein de monde. C'est très facile de créer contact en fait quand tu es sur Compostelle. Bon, après, je suis naturel aussi assez social, donc ça va. Non, mais moi qui ne suis pas autant, peut-être, enfin, ça dépend des contextes, mais c'est vrai que sur le chemin, moi je me trouve beaucoup plus spontané que dans certains contextes où je réfléchirais, je me poserais des questions. Là, non. En fait, ouais, comme tu es un peu loin de ta zone de confort, tu es un peu loin de ton pays, de tout, en fait, finalement, ça va bien. Quoi. Ouais. Ça se fait très très bien. Mais en Compostelle, c'est vraiment une très bonne expérience. Tellement de choses en Compostelle qui sont passées. Vraiment, il m'est arrivé tout. C'est énorme. Tout arrive en 2 mois, puis toi, tu l'as fait 3 fois. Ça. Ouais, 3 mois en gros, mais tout arrive. Ouais. Je ne peux pas te raconter. Non, c'est impossible, c'est trop dense. Mais tout arrive. Et je redécouvrirais des choses si je relisais les notes que j'avais prises. Ouais, je pense que c'est bizarre quand tu regardes une trace écrite. C'est très bizarre. Tous les jours, je notais des trucs et je suis sûr que j'en ai oublié les 3 quarts. C'est sûr. Des très bons moments. Mais après, je pense que ça plairait beaucoup Chemin du Nord. Je pense que ça plairait beaucoup Chemin du Nord parce que tu es beaucoup plus nature. Si je veux faire un parallèle, c'est que le Chemin du Nord est beaucoup plus, peut-être plus exigeant. C'est pas non plus du monde, hein, c'est pas c'est faisable. Il y a certaines étapes. Il y a un peu de gravette, quoi. L'étape pour monter à Marquignas, je crois. Attends, c'est Marquignas si je ne me trompe pas, cette étape-là aussi. C'est comme ça. C'est casse-pattes. Mais bon, après, voilà. Le chemin français est plus. Je dirais qu'il est peut-être plus authentique et plus pèlerin, je dirais, chemin français. Moins difficile. Mais le chemin du Nord est un peu dur, plus nature. Ça dépend parce que par exemple moi la Meseta sous le soleil avec ma peau de roue et bon c'était la Meseta je pense qu'il y a alors je relativise, il n'y a rien de compliqué, c'est que c'est tout droit. C'est dans la tête. C'est tout droit. Dans la tête, hein. Et faut pas partir à midi le matin. Non. À midi, c'était une bonne expérience. On en avait parlé de ça, toi ça ne parlait pas la voie romaine. Mais je sais pas. Moi j'ai pris en suivant le canal. Je sais pas si c'est celle-là. Je pense que si. Je suis de la France. C'est une voie qui part un peu plus au nord. Pendant une étape ou deux, je ne sais plus souvenir. Mais en gros, il y a un seul petit village au milieu, et puis autrement, c'est et ça se trouve, le village, c'est celui que j'en vois un, c'était celui du village dont l'auberge était pris par des homosexuels qui te mettaient dans les. Quand ils te mettaient les draps, ils te mettaient des capotes avec. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais. Ah oui, il y a une piscine dans l'auberge. Mais la Meseta, d'accord, c'est chaud, c'est compliqué, etc. Mais. Ça se fait. Et après, j'aime bien parce que c'est un moment de. C'est un moment très spirituel. C'est vraiment le moment pèlerin, hein. C'est le but. Ouais, typiquement. Et en fait, si tu regardes le Frances, on va dire à partir de l'Espagne, le plus dur c'est la montée de Ronzou et la descente. La montée, parce qu'elle est quand même un peu costaud. Après, si tu dis c'est la première, après, si à un moment ça monte pour Osebrero, je crois, un truc comme ça, je sais plus comment ça monte. Vers la fin, ça monte. Les seuls dont je me souviens vraiment, c'est celle pour aller en Ronzou. Mais après, c'est pas. Je ne trouve pas très exigeant le français, mais je trouve très authentique. Les premiers pas que j'ai fait sur le français, j'ai adoré. J'ai adoré le français pour l'aspect. Pour l'aspect très pèlerin, toi. C'est très très pèlerin. Et le norté, des fois, tu as des coups de mousse, que c'est plus. Ça tape plus sur l'organisme, sur les organismes. Il y a moins d'auberges en plus, il y a moins de. Ouais, ça peut être un peu compliqué à certains endroits, effectivement, mais pour moi, après, c'est pour l'organisation d'affluence, etc. Ça dépend des années aussi, j'imagine. Sachant que j'ai fait le Frances l'année du Covid, il n'y a personne. Il y a littéralement personne. Un peu plus sur la fin, mais il n'y a personne aussi. Et toujours pour revenir à ce que je veux dire, tout depuis la vidéo, j'ai un petit peu mangé, c'est que je trouve que ce qui est dommage, c'est que c'est pas développé du tout en France. C'est pas du tout développé en France. Regarde, tu as des auberges municipales, tu as des auberges paroissiales en Espagne, tu peux toujours te loger pour pas cher. En France, ça n'a pas l'air d'être la même chose. Il y a des auberges municipales, et il y a moins effectivement d'auberges paroissiales, je crois. Ça j'en ai moins vu. Mais, en tout cas, il y a une seule voie qui est développée, quoi. Tandis qu'en Espagne, il y en a quand même plusieurs.
Je pense que c'est ça la Bah, il y en différence. a moins 2 quoi. Même le chemin portugais, alors, il commence à être bien développé. Ouais. Mais effectivement, ce qui est. Je crois que c'est le deuxième en termes de fréquentation, après le chemin français. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc j'aurais dit le Norté, mais bon, si tu me dis que le portugais. Non, je pense que c'est le deuxième. Mais effectivement, je trouve que c'est un peu. Et moi, j'aurais bien aimé une époque militer un peu pour ça. À petite échelle. C'est que c'est dommage qu'un pays aussi touristique que la France ne valorise pas le chemin. Je trouve que c'est dommage. Parce que souvent, on disait oui, mais les gîtes, c'est des gîtes un peu privés, genre un truc genre 40 € la nuit. Ça, c'est pas. Jamais de la vie. Pour moi, je paie pas l'esprit. Je paie pas 40 pour. Voilà, c'est ça. Peut-être que, vu le public, pour eux, c'est logique, toi, 40 à la nuit, etc. Mais moi, je ne me vois pas payer ça. Enfin, ça me. Déjà, je crois que quand je payais 15, je trouvais que c'était beaucoup trop déjà. Ouais. Et non, mais j'aime bien toi 5-10 ou alors un Donativo, et là, Donativo, tu donnes ce que tu veux, mais toujours en respectant. Il y en a quelques-uns en France encore. Donativo. Ouais. Généralement, c'est des très très bons lieux. Ouais. C'est là où tu as des très très bons lieux. Ouais, je suis d'accord. Et toi, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait le chemin. Ça fait 2 étés que je n'ai pas fait le chemin. C'est ça. Et là, je me rends compte déjà que j'oublie certaines villes, etc., certains lieux. Alors que j'ai un souvenir très vite. J'étais même pas arrivé au bout du chemin, que j'avais déjà oublié les lieux du début. Non, quand j'ai fait un chemin, j'avais tendance à me souvenir. Bon, mon pote Aliandé, lui, il vit à la frontière, il vit à Cibourg, Saint-Jean-de-Luz, par là. Et lui, il se rappelle. Je vais dire tel lieu, tel heure, il va me dire tel endroit avec telle personne dans telle auberge qui s'appelle comme ça. Il a une bonne mémoire pour ça. Lui, il l'a fait pas 4 fois le chemin. Ouais, c'est ça. Et. Mais je trouve effectivement que c'est dommage alors que moi, si tu regardes du Puy jusqu'à Compostelle, tu as quand même un super chemin à développer. Enfin, la partie française, c'est un super moi, je pense que ce qui serait le plus intéressant, ce serait de développer les autres voies. Parce qu'il y a déjà quand même du monde quand tu viens sur celle-ci. Mais je pense que ce qui serait intéressant, ce serait de développer les autres voies. Je ne sais plus exactement, celle du Vézelay, celle qui passe par la côte, par Bordeaux, tout ça, par les Landes. Je pense que c'est ça qui serait intéressant. Parce que concentrer tout un flux de pèlerins supplémentaires sur cette voie-là, j'ai peur que ça fasse trop. Justement, c'est que moi, ce que je voulais. Bon, après, c'est comme ça, c'est plus touristique vers le sud, cette voie-là, la voie du Puy. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faudrait faire tout. Parce que, je m'explique. Dans n'importe quel village, et en plus, ça apporte un peu de vie, toi. Donc, le pèlerin qui va arriver, c'est quelqu'un qui va chercher un petit hébergement, il va chercher, je sais pas, un peu à manger, etc. Donc, ça fait vivre une économie aussi. En Espagne, il y a certains endroits où ça les fait vivre. Le Frontier, ça les fait largement vivre. Les petites boutiques, des fois dans les petits villages. Quand tu vas la partie Meseta, où il y a la partie un peu quand ça monte, ça fait village, une vie plus que de pèlerinage. Mais même en France, d'ailleurs, ça me fait penser à on avait rencontré un agriculteur, un jeune agriculteur, un jeune éleveur en France. Je ne sais plus dans quel coin c'était. C'était super chouette. En fait, il nous avait expliqué que lui, il avait la chance. Il voyait ça comme une chance d'avoir sa ferme avec ses vaches et ses prés qui étaient à toucher le chemin parce que ça lui faisait faire plein de rencontres. Exact. Et il me disait, mais en fait, à 5 km plus loin, je rencontre personne. C'est ça. C'est mort. Ouais. Et c'était génial parce qu'on s'est croisés, il allait ramener ses vaches le soir. Et on lui a dit, on va dormir, il nous avait repéré une petite chapelle, j'étais avec 3 autres personnes. C'était génial. Et donc on voulait aller dormir là-bas, la belle étoile. Et le soir, qui sait qu'on va arriver? Notre agriculteur, avec les bières et tout ce qu'il fallait pour nous faire soirée. Il était super content de partager sa vie. Il nous aurait presque invité chez lui en fait. Si on n'avait pas ce lieu-là. Et donc oui, c'est ça ce que je disais, c'est que s'il avait habité 5 km plus loin, il voyait pas ça. Non, je comprends, toi, pour quelqu'un en plus jeune agriculteur, je qui a des périodes de solitude, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, c'était intéressant. C'est des rencontres. Enfin, moi, en fait, je me souviens pas si j'ai dû croiser les pèlerins avant d'y aller, mais ça a gommé le souvenir. Mais toi, c'est des gens que j'aurais admiré, moi, à l'époque, si j'avais croisé quelqu'un. Et justement, je veux en venir à l'idée que je voulais développer, c'est que pas que le Puy-en-Velay, toi, il faut développer toutes les voies. Parce que n'importe quel village, tout le village qui passe. T'as toujours une petite salle des fêtes qui est ouverte, un petit truc municipal, etc. On ne demande pas grand chose, c'est un lit, un truc gonflable. Un pèlerin n'est pas compliqué. Et même si c'est un petit gîte municipal, ça peut être tenu par un étudiant qui va être là, etc. Un service civique. Exactement, toi. Et finalement, c'est toujours. Parce que généralement, en plus, les heures d'ouverture ne sont pas extrêmement. Toi, ils disent voilà, à partir de 16h, tu peux rentrer, et après, ils vous laissent tranquille, tu laisses la clé. Généralement, les pèlerins, ils ne volent pas, c'est des gens respectueux, ils laissent le truc, ils laissent tout carré.
Et je trouve que c'est dommage, c'est que dans des coins comme la France, comme pays du tourisme, on ne soit pas capable de développer, la voie, par exemple, Vézelay, il y en a plein, je ne sais plus lesquels, Vézelay, Poitiers, etc. La voie Tours, donc la voie de Vézelay. Et je trouve que c'est dommage de ne pas développer, parce que si tu regardes, qu'est-ce qui empêche d'ouvrir une petite salle paroissiale, la chapelle, qu'est-ce qui empêche de... Enfin, tu vois, ça c'est pas... C'est extrêmement développé en Espagne. En Espagne, il faut réussir à... C'est une obligation qu'on trouve quelque chose. C'est blindé partout. Tu vas à l'église locale, j'ai souvenir d'un mec que j'ai rencontré, un franco-turc, et puis il passe nulle part, il dit on dort dans l'église. On dort dans l'église, ils nous ont ouvert. Et justement, c'est que c'est... Et je te dis, ça... Alors ça fera pas plus des villages les premières années, mais au bout d'un moment, si tu vois, parce que quand il y a beaucoup de flux, il y a quand même beaucoup de flux, parce que là on parle quand même de grosses villes, hein. Je crois que la voie de Tours, ça commence à Paris, moi c'est à Paris, je crois que ça joue. Je crois que c'est dans la Paris-Tours, Poitiers, il me semble peut-être. Bref, si tu le développes un jour, si les gens disent finalement on a trouvé un logement facile, là on a été accueilli par telle personne, etc., il y en a accueilli par là, etc., ça se développera. Ça me fait penser à... En Espagne, c'est une bonne manne pour eux. Ouais, c'est bien. Hein. Ça me fait, je sais pas pourquoi ça me fait revenir un souvenir. Si vous allez à Lectoure, Pays Basque. C'est Pays Basque. Berne. Je sais que c'est vers le sud là. Lectoure. Arrêtez-vous à l'auberge paroissiale. Il y a un donativo exceptionnel, vous serez reçus comme des rois. Je me souviens, c'était un couple d'anciens qui tenait ce donativo. On était 2 pèlerins. Donc on a mangé, mais en fait comme des rois, parce qu'ils récupéraient tous les restes des cantines. C'est super. Des invendus, tout ça, c'est une cuisine de dingue. Et le matin, ce qui était super, j'ai eu la chance d'aller avec le gars qui tenait le donativo, ouvrir la cathédrale de Lectoure le matin et aller monter en haut du clocher et le soleil qui se levait. Enfin bref, c'était tu vois ce que je veux dire, c'est des moments comme ça. Ouais, ça crée. Ça marche. Et il y avait les Pyrénées au loin, c'est la première fois que je voyais les Pyrénées de ce clocher de Lectoure. C'est peut-être Berne ou au Pays Basque. Je saurais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça... Pourquoi on ne développe pas ça en France? Pourquoi en Espagne ils l'ont très développé, alors que c'est aussi un pays touristique comme nous? Et pourquoi nous en France? Je comprends pas. Et en plus, en France, c'est pas hyper bien bandé. En Espagne, il y a toujours les flèches jaunes, etc. En France, tu suis légère. Tu suis légère, globalement. Ça dépend un peu. Vers la fin, ça commence à être un peu balisé. Par contre, il y a un truc, c'est qu'en France, je crois que je sais pas si je préfère pas le balisage français. Ah ouais? Parce que en Espagne, donc tu as les flèches jaunes. T'as les coquilles aussi. Ouais, sauf que quand tu t'éloignes du chemin, t'as pas des croix pour dire que tu t'es éloigné du chemin. Exact. Et alors qu'en France, comme on suit le GR, il peut arriver des fois qu'on ne prenne pas le bon embranchement et tout de suite on se rend compte qu'il y a une croix. Après, ça je veux bien. Mais le français, c'est. Norté, tu peux te perdre. De temps en temps, le français, c'est dur de se perdre. Non, le français, c'est dur. Ah oui, si tu sors du chemin, mais c'est dur quand même. Ouais. Mais. Enfin bref. C'est en ville, je crois que c'était en ville. Ouais, en ville, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué des fois en ville. Certaines villes, c'est un peu compliqué. Mais bon, t'as toujours quelqu'un pour te dire qu'ils connaissent, tu les connais, ce chemin. Mais ouais, non, je trouve c'est dommage qu'en France, ça soit pas. Alors, c'est quasiment pas connu le chemin en France. C'est quasiment. Il y a des gens, comme je dis, il y a des gens qui le font, mais c'est plus du droite à gauche, quelqu'un qui l'a fait. Ouais, moi j'ai convaincu quelqu'un qui l'a fait, enfin une personne, je crois, une personne qui l'a fait ensuite. Et ça, j'aime bien, toi, quand je suis rentré. C'est vrai que quand tu rentres, tu te dis comment je vais rentrer. C'est possible. Je vais parler d'un truc que personne ne va comprendre. Ah oui. Et quand tu arrives à convaincre des gens, là, c'est super. Quand tu arrives à convaincre de le faire, c'est génial. Mais j'ai pas vécu ça, tu vois. Non. Pourtant, je pense que il y a des personnes qui j'ai pu partager vraiment ce que j'ai vécu, mais au point de les faire venir sur le chemin, non. Oui, après, bon, c'est pas quantitatif, hein, mais une personne et sans doute d'autres après, parce qu'il y a les gens sont assez curieux sur du chemin, ils regardent beaucoup de vidéos avant d'aller sur le chemin. Ouais. Et bon, après, le conseil que je donnerais, c'est lancez-vous. Il y a pas... À part, en fait, le seul conseil que je pourrais donner, c'est partez pas avec des chaussures neuves. Vous explosez les pieds. Ouais, c'est ça. Vous allez finir avec la lèpre des pieds. T'avais quoi comme chaussures, toi? Merrell. Merrell, en fait, comme je travaillais avec des autistes, pour l'instant, il n'y a pas de rapport, tu vas comprendre le rapport. On allait faire une randonnée, je crois, tous les jeudis avec la personne dont je m'occupais. Et on allait faire une randonnée tous les jeudis, donc j'avais un peu usé mes chaussures déjà. Et là, si j'avais tapé le chemin avec mes Merrell neuves, non. Franchement, mes pieds là, c'est ce que les moignons. Quoi. Non, c'est sûr. Non, c'est cool. Puis il y a l'équipe de pèlerins qui marche en sandales aussi. Ouais, les sandales de moine. J'essaie d'en retrouver, mais c'est dur à retrouver.
C'est dur. Apparemment, c'est bon, ça. Pareil, c'est chouette. Ouais. Ouais. Donc, il y a moins de transpiration, donc tu as moins d'ampoules. Moins d'ampoules, et en plus, tu dis, ouais, mais les petites pierres, en fait, les pierres, elles sont très vite Paraît-il, ouais. Même au pire, tu mets des chaussettes, toi. Mais ouais, il me disait que. Ouais, j'ai essayé d'en trouver des bottes, des vraies sandales de moine. Ouais. Ah, c'est à trouver. Je crois qu'il y a certaines amis qui les fabriquent. Et puis en plus, l'avantage, c'est que. Moi, ce qui me vient avec les chaussures de marche, c'est qu'on ne peut pas les faire ressemeler quand les semelles sont usées. Vous payez des chaussures très chères, certaines, tu ne peux pas les faire ressemeler. Et ça m'embête. Alors que les sandales, on peut les faire ressemeler et leur donner une nouvelle vie après. Mais ouais, non, c'est. Mais tu vois, je reste sur ce regret-là que le chemin ne soit pas développé en France. C'est vraiment un regret pour moi, c'est que le chemin ne soit pas développé. Alors que voilà, au niveau des mairies, je pense que ça serait pas extrêmement coûteux pour les mairies. Et au contraire, tu as des petites. Toujours, si on parle de la voie de Tours, ça passe quand même par des villages qui ne sont pas hyper actifs, comment dire, dynamiques. Donc je pense que ça pourrait aider Tours. Et la voie qui est la plus connue, la voie du Puy, je pense que par rapport aux Français, même par rapport au Camino Norte, je pense qu'on est loin du dynamisme de l'Espagne par rapport à ça. Ouais, c'est un peu dommage. C'est différent. C'est très différent. Mais c'est que les gens aussi vont moins sur le chemin. C'est ça la question, c'est pourquoi est-ce que... Pourquoi ils vont moins? Parce qu'il y a moins d'infrastructures. Si on regarde, parce que je pense que l'Espagne a fait l'effort de remettre le chemin au goût du jour. Quand le chemin a commencé à être populaire à nouveau, vraiment, 80 ça a commencé, mais c'était tout juste, et je crois que c'est fin 90. D'ailleurs, Jean-Paul II était venu à Compostelle dans les années, je ne sais plus quelle année, mais quand tu arrives à Compostelle, je crois que tu as une statue de Jean-Paul II sur la gauche. Enfin, il y a un monument qui dit que Jean-Paul II est venu. Mais en fait, c'est que l'Espagne, ils se donnent les moyens. Pour que, chaque année, je crois que ça augmente de 10%, un truc comme ça. Donc ils se donnent les moyens aussi pour qu'il y ait de plus en plus de gens. Surtout après le Covid, etc. C'est quelque chose. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de publicité. Non. Il n'y a pas que du bouche à bouche. C'est que du bouche à oreille. Du bouche à bouche. Non, c'est que du bouche à oreille. Mais c'est que. Enfin, tu vois, tu me dis oui, la voie de Tours, mais il y a très peu de gens dessus. Mais il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes, parce que ça croise des grandes villes. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai, je trouve que c'est dommage. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde à qui ça ferait du bien d'aller sur. C'est thérapeutique, c'est thérapeutique. J'ai rencontré un gars comme ça, c'est un éducateur, je crois qu'il est de Marseille, avec un gamin, je sais pas, qui a fait des délits, pas des crimes, mais des délits. Et on lui a laissé le choix entre la tôle et ça. Je vois. Et le gamin, eux, c'est tous les chemins par contre. C'est des mois, tous les chemins. Je pense que c'était un peu pour casser un peu le gamin aussi, tu vois, pour le sortir de son environnement. Déjà. Pas le casser, je veux dire, toi physiquement, ça te change aussi, physiquement, spirituellement, mentalement, ça te change. Et non, ça fait du bien à tout le monde. Il y a très peu de gens qui abandonnent en disant mais ça me plaît pas. Très peu de gens. J'en ai peut-être une seule, et je pense que c'était une russe, un truc comme ça. Je pense que c'était pas une russe. C'est plutôt l'inverse qui se passe. J'avais rencontré un gars, il était parti pour, je sais plus, 2 semaines peut-être. Puis au bout de 2 semaines, il arrive au bout de ses vacances. C'est quand j'ai payé. Et là, il s'est dit. Et là, il appelle son employeur et il lui dit je rentre pas. Ah ouais? Et il a continué le chemin. Moi, j'ai rencontré un mec, folle histoire. J'arrivais à Guémès. Donc à Guémès, c'est là où ça se prête, là, Ernesto, qui accueille des anciens détenus, etc. Enfin, il fait plein d'activités. En fait, il dit, c'est même pas un donativo, c'est pas tout ça. Il se fait toute une présentation, il dit voilà tout ce qu'on propose ici. À la fin, vous donnerez en fonction de ce que vous avez jugé du service, du service que vous avez jugé. Donc en gros, par contre, tu mangeais bien, tu avais une bonne soupe, tu avais à manger, tu avais un petit dessert à la fin. C'était super. Super. Et je me rappelle, j'étais à une table avec Allende. À l'époque, je pensais que c'était un russe. Il y avait une espèce de casquette de M19. Je pensais que c'était un russe. Et le mec, il parle français, je me disais, il n'était pas russe. Il était basque. Tellement être russe. À moins qu'on trouve une origine russe au basque, mais moi, je crois pas trop. Et donc, il y avait Allende, et il y avait un gars, Rémi, un français, s'appelait Rémi, je me rappelle. Et il me dit, tu vois, j'arrête le chemin. Comment ça t'arrête le chemin? J'ai trouvé ce que je voulais. J'ai rencontré ma copine, une mexicaine. On va vivre ensemble. Je crois qu'il partait vivre au Mexique, etc. Et le mec la connaissait depuis pas longtemps. Il était à bout de toi. Mais il s'est dit, voilà, c'est elle. J'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est elle. J'ai rencontré ce que j'ai besoin de rencontrer. Enfin, la personne que j'ai besoin de rencontrer. Et ça m'a marqué. Je me souviens encore de lui. Je me souviens encore de j'étais assis, ce qu'il m'a dit. Sa copine était le bout de la table. Et c'est fort. Il y a pas mal de gens des histoires comme ça, qui rencontrent, qui se mettent en couple, etc. Des bébés chemins, comme tu as des bébés Erasmus, tu as des bébés chemins. Et c'est assez fort, C'est magique, c'est sûr. C'est ça, c'est magique. Si on devait dire une seule chose, le chemin, c'est magique. C'est à part. Et en même temps, je sais pas si dire que c'est. Enfin, comment dire
C'est réducteur, c'est magique. Non. Ça peut donner peut-être trop d'attente. Tu crois pas? Non, t'es pas d'accord? Moi, après, c'est un peu ce que je dis par rapport à l'Amazonie. L'Amazonie, ce sera toujours en dessous de ce que je te raconte. Ouais. Mais oui, mais je Compostelle, c'est différent. Ouais, c'est vrai. Compostelle, c'est différent, c'est que c'est un chemin personnel. Chacun le vit différemment de toute façon. Ouais, mais après, faut juste accepter de le vivre, se laisser aller. Ouais, c'est ça. Faut pas trop le prévoir. Ça, par contre, c'est un truc, pour moi, c'est une erreur, c'est mon avis. Ouais. Il faut pas le prévoir en disant, ah, mais là, j'aurais pas d'hébergement. Tu auras toujours un truc. Personne te laissera à la rue. Enfin, du moins sur le chemin espagnol que j'ai fait, personne te laissera à la rue. Tu vas toquer à droite et à gauche. Tu vas à la mairie, trouve toujours une solution. Et je trouve que c'est ce qui manque en France. Ce que je connais pas, mais quand on dit que c'est beaucoup des hébergements privés, moi, ça me rend un peu triste. Pas que, mais ouais, quand même. Triste. Bah, viens faire le chemin français, tu vois. Mais je veux le faire, Tu vas. du Puy jusqu'à Fisterra. Ouais. Ou alors de Poitiers en sortant de chez ma soeur jusqu'à Fisterra. Ouais, ça peut être chouette aussi. Si, j'ai rencontré après des gens qui l'avaient fait, 2 personnes qui l'avaient fait. Mais après, je ne savais pas qu'ils l'avaient fait à la base, après. Et pourquoi je vais en venir? À Poitiers, une fois, j'arrive à Poitiers, je revenais de mon premier chemin. Et là, je croise une dame qui s'assoit, je reconnaîtrais que c'était une pèlerine. Elle venait des Pays-Bas, je crois, je ne sais pas si elle venait des Pays-Bas exactement, mais elle était à Poitiers. Et elle galérait à trouver un logement, galérait. Parce que, en fait, c'était les moniales, enfin, les sœurs qui faisaient un logement. Et j'avais appelé, surtout elle parlait pas français. Je me rappelle, j'avais appelé, j'avais réservé, j'avais dit où est-ce qu'elle devait aller, je me demande si je l'avais accompagnée, tu vois. Et toi, c'est ça aussi, tu vois, c'est que moi, il y a des gens qui m'ont aidé sur le chemin, j'en ai d'autres, mais je trouve que c'est pas assez développé en France. Encore une fois, je trouve que c'est pas assez développé. Ça devrait être beaucoup plus développé que ça. Et crois-moi donc que venez sur le chemin. Ça va se développer davantage. C'est sûr, mais crois-moi qu'il y aurait beaucoup plus de monde. C'est vrai que toi, c'est un peu éparse. Poitiers, par exemple, j'ai vécu longtemps, j'ai jamais vu passer non plus des milliers et des milliers de pèlerins. Cette voie-là, elle est très peu développée, pourtant c'est beau. Quoi. Tu vas croiser Poitiers, enfin, le Deux-Sèvres, Charente-Maritime, tu descends sur Bordeaux, après Bordeaux, tu fais toutes les Landes. C'est quand même super beau. Mais il devrait y avoir des albergues, des trucs, des auberges municipales, des trucs où tu payes entre 2 nativos, 5 euros, 2 nativos, c'est la même chose, tu es censé laisser 5 euros. Mais tu vois, un truc où c'est pas l'aspect pécunier qui va primer, mais plutôt l'aspect pèlerin, l'esprit pèlerin. Ça, de toute façon, c'est une culture du chemin qu'il faut créer, et ça se fait pas comme ça. Oui, mais les Espagnols, pourquoi l'Espagnol long et nous on l'a pas? C'est ça qui me dit, pourquoi l'Espagnol long et nous on l'a pas? C'est ça que j'ai du mal à saisir. C'est vrai. Alors que des grandes villes de pèlerinage, on a Lourdes, on a Conques, on a comment ça s'appelle, Rocamadour, je crois, Notre-Dame, la Dame Noire, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, la statue de la Vierge Noire, pardon. On a le Puy, quand même, on a ça, mais faut pas que ce soit un truc. Enfin, pour moi, c'est tout touristique le chemin. Ah bah oui. Quand je disais à ma mère, j'ai envie de marcher par le chemin de vous, tu peux marcher n'importe où. Faux, tu marches pas n'importe où. Moi, ça me plaît pas faire randonnée, je n'aime pas marcher. J'aime pas faire des randonnées. Le chemin, c'est autre chose. Le chemin, c'est autre chose. Ouais, c'est pas une randonnée. Non, c'est totalement autre chose. C'est sûr. Et finalement, c'est même pas les forces physiques. Ouais, la première semaine, ça peut être un peu dur. Après, ça passe. Après, tu te lèves à 6h du matin, 5h45, t'es levé, t'as juste une envie, c'est marcher. Manger le chemin, t'as envie de manger le chemin. Et tu sais, des fois, t'es avec un groupe, et là, tu dis, putain, il est 7h30, on n'est pas parti encore, c'est quoi ça? Et je pars devant, rejoignez-moi. Et toi, t'es porté par ça. Et chacun a son rythme. Non, bien sûr. Mais bon, j'aime pas partir trop tard. Ouais. Et à la Meseta, on était parti bientôt le matin, on était parti à 4-5h du matin, il faisait nuit, c'est génial, il faisait frais. T'étais ces pèlerins-là, c'est fou qui se Ouais, mais attends, la Meseta, quand il fait 40 à 8h, tu fais quoi? Ah ouais, mais. Littéralement, il fait 40 à 8h. Ah non, il fait 25. Ouais. T'es parti quand toi? Je suis parti de juillet-août. Ah ouais, pourtant je pensais que t'aurais. C'est chaud, mais. Oui, c'est chaud, mais c'était chaud. Mais j'ai du mal à partir trop tôt. Parce que moi, généralement, je partais toujours du 15 au 15, toi du 16 au 16. Moi, je suis parti le 27 juin, je suis arrivé le 27 août. Ah oui, t'as fait 2 mois, Ouais. C'est ça. Ah, t'es vraiment pile 2 mois. Ouais, pile. Ouais. C'est drôle. Moi, ça doit rejoindre pas de marché de nuit, je crois. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. J'ai fait une fois. Pour l'expérience, on va voir. Et ouais, ça t'a pas. Non, ça va pas. Ça... Non, groupe. Plusieurs. T'es 4 avec le groupe de 4 là. Et. Non, c'était une expérience, c'était sympa. Mais
Moi, je suis pas suffisamment matinal pour ça. Ouais, ça après ça. Et ça, Et je sais pas, moi sur le chemin, c'est pas que je matinale pas, c'est qu'à un moment, toi, mon horloge biologique fait que je me lève tôt et que j'ai envie de bouffer le chemin. Ouais. J'ai envie de manger le chemin. Et limite, j'aime pas rester quoi. J'aime pas rester dans le lit. Enfin, ça me. Faut que je parte. Donc, non. Il y a un côté, il y a un élan quoi, qui te pousse. Quand tu dors en tente aussi, c'est différent parce que le matin, il faut replier la tente, il faut remettre les. Enfin, ça prend un peu de temps, mine de rien. Et moi, il me fallait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour décoller quoi. Ouais, je comprends. Non, ça arrive totalement différent. C'est différent, ouais. Et j'ai pas vécu ça. Et puis quand on arrive le soir aussi, sur le lieu du bivouac, en fait tout s'enchaîne très très vite, on n'a pas le temps de se poser, le temps de monter la tente, le temps de préparer à manger, de se laver. Le jour se couche. Ça va très très vite. Et donc on est vite dans la soirée et voilà. Moi je dors comme un bébé sur le chemin. Généralement je dors bien. Ah ouais, qu'est-ce qu'on dort bien. Les meilleures nuits que j'ai faites, je crois que c'était à la Belle Étoile. Ah ouais? Oh là là. En Espagne, à côté d'une petite chapelle, derrière une chapelle, il y avait un espace vert. Je crois que c'était sur la fin de la Meseta, un truc comme ça. Je vois. Et dans un petit village, vraiment, et je m'étais mis là juste sur mon sac, mon matelas et puis sac de couchage, et le ciel était dégagé, c'était super. Parce que Meseta quoi, c'est 3 étapes? Non, c'est une semaine. C'est 200 bandes, non? Je sais plus. Je crois que c'est 200. 150 ou 200? Je sais plus. Mais j'adore Meseta. Meseta c'est particulier. Meseta c'est magique. Enfin, on aura l'occasion d'en parler. Je sais pas combien de temps ça fait. Mais... Ouais, c'est beaucoup. Et après, si je vais m'endormir, on va pas sortir. Ah oui, ça serait dommage. Un dernier mot? Non, moi je pense que si vous voyez cette vidéo, que vous avez envie d'aller sur le chemin, n'hésitez pas à y aller. Ouais, c'est ça. Si vous vous posez la question, c'est que. C'est déjà là. La graine est déjà là. Exactement. Il y en a qui ont passé déjà 10 ans avant de le faire, qui n'ont pu le faire qu'à la retraite, parce qu'ils ont fait des vacances, etc. Ça, je trouve ça très dommage. Ça, c'est un truc de se dire je le ferai quand je serai à la retraite. Ouais, mais moi je peux comprendre quelqu'un qui ne veut pas faire par tronçon, de le faire d'un coup. Ouais. Parce que par tronçon, ça va être très frustrant. Ouais, moi, je pourrais pas faire ça. C'est vrai. Et tout le monde n'a pas la chance d'être prof et toi de pouvoir le faire, d'avoir beaucoup de temps. C'est vrai. Mais on gagne tellement en fait que c'est dommage d'attendre la retraite pour faire ça. Mais bon, parce que j'ai même chemin de vie non plus. Non, c'est vrai. Donc voilà, allez. On a dû faire un bon moment là.